Au sommaire de cette édition, la Commission nationale de développement durable installée par le Premier ministre, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans une dynamique de mobilisation de ressources afin de relever les défis de développement durable à l'image des pays développés. Quels obstacles faut-il lever pour appliquer aisément les réformes pour le compte du Doing Business? C'est à cette question essentielle pour améliorer le climat des affaires que le CPC a répondu face au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée aujourd'hui 8 septembre et c'est le jour que la Côte d'Ivoire a choisi pour expliquer aux populations comment l'éducation non formelle peut permettre de lutter contre la pauvreté. Et en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle ouvre la voie au report des élections. Elle a notamment ordonné à la CENI d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir et merci d'être avec nous sur RTI 1. Démarrons à la primature avec l'installation officielle de la Commission nationale de développement durable. Le pays entre ainsi de plein pied dans une phase de mobilisation de ses ressources afin de relever les défis du développement durable. Hervé Blé. Depuis juin 2011, le gouvernement ivoirien a entamé une restructuration profonde de sa démarche de développement durable. La Côte d'Ivoire, qui entend donner corps à sa vision en la matière à l'horizon 2020, doit relever deux défis majeurs. Favoriser la concertation, la cohérence et la convergence des interventions des pouvoirs publics, des acteurs économiques et ceux de la société civile. Constituer une masse critique de citoyens qui, dans leurs activités et leurs comportements quotidiens, adoptent une démarche de développement durable. La Commission nationale de développement durable, CNDD, est forte d'une quarantaine de membres, soit un représentant de chaque ministère, de l'Union européenne, de la CEDEAO et des organisations de la société civile. Il appartient dorénavant à cette plateforme inclusive de concertation de faire en sorte que chaque citoyen devienne un acteur responsable du développement durable. L'action du gouvernement consistera à renforcer les capacités de tous les acteurs afin de leur permettre de mieux appréhender les exigences de développement durable. Chacun sera donc appelé à contribuer à l'équilibre entre la qualité de l'environnement, l'efficacité économique et le progrès social. Cela nécessite bien sûr la mobilisation et la contribution de tous les acteurs. À la suite de la CNDD, seront mis en place des comités de développement durable, lesquels comités seront implantés dans toutes les administrations publiques et privées afin d'accélérer l'ancrage du développement durable dans le corps social ivoirien. Il a remis au Premier ministre l'agenda des réformes pour le compte du Doing Business. Le CPC fait maintenant le point des efforts à faire pour faciliter leur application, un moyen pour lever au plus vite les obstacles rencontrés lors des précédentes éditions. Adama Koné. En 3 ans, ce sont 38% des réformes concourant à l'amélioration du climat des affaires qui sont effectivement en application. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, principal artisan des réformes Doing Business, veut faire bouger les lignes pour améliorer ce taux. Pour cela, certaines situations freinant la mise en œuvre de ces réformes sont identifiées. Nous sommes confrontés à des problèmes récurrents qui ont pour nom un temps excessif mis dans l'appropriation des projets de réforme par les acteurs qui sont censés les mettre en œuvre. Je dirais même une forte résistance des acteurs. Une faible fluidité de l'information entre les parties prenantes. Un faible niveau de synergie d'action et une duplication des actions au niveau des acteurs publics nationaux, départements ministériels, agences et j'en passe. Un problème de leadership parce que certains acteurs ont du mal à accepter le rôle transversal que vous nous avez confié au CPC, la non mise à disposition des budgets nécessaires à la réalisation des activités, l'inexistence d'un cadre institutionnel formel définissant clairement des champs d'intervention des parties prenantes du processus, les pouvoirs et prérogatives dont elles disposent et qui devraient permettre d'assurer la pérennité du processus de réforme et de supporter les émoluments des acteurs. Une réactivité tardive dans la prise de décision
et des textes matérialisant les réformes. En s'adressant directement au Premier ministre, lors de la cérémonie de remise officielle de l'agenda 2016 des réformes Doing Business, le CPC frappe à la bonne porte. Les réformes dans le champ très complexe de l'environnement, du climat des affaires impliquent de profonds changements structurels, opérationnels et comportementaux dans l'administration publique. Je parle d'abord de l'administration publique puisque c'est d'abord celle-là qu'il s'agit. Le secteur privé, je sais que parfois ça rechigne, mais dans l'ensemble, ça bouge très très vite. Après avoir été classé 2 années consécutives parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde, après avoir gravi 30 marches pour occuper la 147e place contre 177 en 2 ans dans le classement général Doing Business, la Côte d'Ivoire vise dans le court terme un classement à 2 chiffres, c'est-à-dire en dessous de 100. Le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam Vitib est à la recherche de nouveaux talents. Le Vitib a donc lancé un concours start-up. 3 projets ont été retenus. Lancine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. Bamba Vamei est diplômé en TIC, technologie de l'information et de la communication. Il gère une start-up. Son rêve, devenir un mania des médias. Devenir mania des médias, c'est de saisir la nouvelle opportunité qui s'offre à l'Afrique. C'est-à-dire qu'après le tournant des télécoms, le prochain tournant qui arrive à l'Afrique, c'est le tournant des médias. Nous pensons que réellement, à notre niveau, qu'il y aura un boom au niveau des médias. Nous aurons une création véritable de nouveaux médias. Et avec Internet qui arrive, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre aux créateurs de contenu, aux distributeurs et à tout l'écosystème Internet, médias et télécoms pour offrir à l'ensemble des populations africaines cette plateforme de médias que nous voulons saisir. Comme Vamei, une centaine de jeunes porteurs de projets dans le domaine de l'informatique a pris part au concours organisé par le village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib de Grand Bassam. L'idée est de favoriser l'émergence d'entrepreneurs capables de créer de grands groupes. L'enjeu, c'est d'avoir des projets qui, dans quelques années, seront ce que les Américains disent des success stories, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde entier. À l'issue du concours, 3 projets ont été sélectionnés. Ils bénéficieront de l'accompagnement nécessaire, notamment la structuration et la maturation du projet. Logés sur le site du Vitib à Grand Bassam, les lauréats pourront également être guidés en matière de recherche et financement. Les travaux du barrage de Soubré dans le sud-ouest ivoirien avancent bien. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en a fait le constat. Il a effectué une visite du chantier. Parga se reconnaît. En marge de sa visite dans les régions de San Pedro, du Bouclé et de la Nawa pour l'investiture des directeurs régionaux de campagne du candidat du RHDP, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a visité le barrage hydroélectrique de Soubré. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux. Il faut rappeler que c'est un projet majeur du programme du président Ouattara et c'est un des projets qui anticipe les besoins de demain. On est très heureux de voir même qu'il y a des possibilités de livraison plus tôt que prévu. En tout cas, on était très fiers de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le barrage hydroélectrique de Soubré est un véritable chef-d'œuvre. La croissance induit des besoins énergétiques. Et les pays qui ne vont pas anticiper sur des investissements majeurs dans ce domaine-là vont avoir des difficultés à un moment donné dans leur stratégie de développement. C'est une œuvre importante pour la Côte d'Ivoire de demain. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour que nous puissions être en ligne avec nos besoins énergétiques en fonction du développement du pays. Ahmed Bakayoko était accompagné pour la circonstance du préfet de région, préfet de Soubré, des élus et cadres de la Nawa et de San Pedro. Échange, projection des films sur le démarrage et l'évolution des travaux, visite du chantier ont permis au ministre d'État Ahmed Bakayoko d'apprécier l'état d'avancement des travaux. Il a saisi l'occasion pour encourager et féliciter les maîtres d'ouvrage pour le travail déjà visible. Le barrage hydroélectrique de Soubré, dont le délai de livraison est prévu pour fin 2017, a coûté environ 375 milliards de francs CFA. La 3e édition du Salon du bâtiment s'est ouverte aujourd'hui. Ce rendez-vous annuel permet à la Côte d'Ivoire et à la Tunisie d'échanger leurs expériences en la matière et aussi d'étendre leur coopération à bien d'autres domaines. Armand Bowie et Alexis Ouedraogo pour le reportage.
Pendant 2 jours, du 8 au 10 septembre prochain, opérateurs économiques tunisiens et ivoiriens vont se rencontrer. L'opportunité est offerte par la 3e édition du Salon du bâtiment, qui pour la Tunisie est d'un enjeu important. Ce salon va être l'occasion pour échanger les expériences des professionnels tunisiens et les professionnels ivoiriens. Alors pour nous, ça va être bénéfique pour les deux pays. Pour la Côte d'Ivoire, qui a ouvert un programme de construction de 60 000 logements sociaux, Bativoire 2015 arrive à point nommé. Ce volume d'affaires d'1 milliard d'euros que je souhaite peut être atteint à travers tous les secteurs. Mais bien sûr, ça accélérera le domaine du bâtiment parce que le bâtiment est un secteur qui, en tout cas, brasse des sommes importantes. Donc, nous souhaitons que les investisseurs tunisiens qui peut-être n'avaient pas encore fait le pas, le fassent très rapidement. Nous avons dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire a une position stratégique. Nous sommes un hub, c'est-à-dire un carrefour, d'où on peut atteindre facilement tous les pays limitrophes. Organisé par les chambres de commerce des deux pays, Bativoire enregistre plus de 60 promoteurs privés tunisiens et la présence remarquée des institutionnels de Côte d'Ivoire, Sikoji, Chambre de commerce, ministère de la Construction. Le salon ivoiro-tunisien constitue l'occasion de revisiter les matériaux et techniques de construction en évolution. Elle donne aussi l'opportunité de diversifier les domaines de coopération entre les deux pays. Au titre du Hajj 2015, le pèlerinage musulman en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, le dernier vol est arrivé à destination le jeudi 3 septembre dernier et nous retrouvons sur place Ali Yoda, journaliste en direct par téléphone. Il est dans la ville de Médine. Bonsoir Ali Yoda. Bonsoir Fatou. Vous allez nous dire un peu plus sur ce Hajj 2015. D'abord, est-ce que tous les pèlerins ivoiriens sont effectivement arrivés sur place en Arabie Saoudite et combien sont-ils exactement? Merci Fatou. Ce que l'on pourrait dire, c'est qu'aujourd'hui, les pèlerins du quota étatique sont pour l'essentiel arrivés en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Le dernier vol charter a quitté Abidjan, vous le savez, jeudi à 7h30 avec 463 passagers. Le premier vol régulier est arrivé depuis dimanche et le deuxième vol régulier est attendu pour le samedi prochain. Avec l'arrivée de ce vol, tous les 4200 du contingent étatique seront donc arrivés en Arabie Saoudite. Et combien de pèlerins exactement? Oui, vous dites? Combien de pèlerins exactement pour la Côte d'Ivoire cette année? Pour la Côte d'Ivoire, si l'on ajoute les privés, cela fera 5200 pèlerins. 5200. Et le contingent étatique est de 4200. D'accord. Quelles sont donc les conditions de vie sur place de ces pèlerins ivoiriens? Quelle est la situation sanitaire là-bas? Pour l'essentiel, on peut dire que ça se passe bien. À cette étape de Médine, la situation sanitaire ne présente aucune inquiétude. Tout le staff médical est en place et les pèlerins sont reçus pour des pathologies bénignes. Selon l'équipe médicale, tout se passe bien pour le moment. Et une équipe est déjà à la Mecque pour veiller à la santé de nos pèlerins. Alors on parle de gens dans tous les secteurs, pourquoi pas donc en religion. Dites-nous Ali Yoda, est-il respecté au sein du contingent ivoirien? Ce que l'on peut dire, c'est que à ce niveau, l'on relève 60% de femmes et 40% d'hommes. On pourrait donc dire que ici le genre est respecté. Merci Ali Yoda en direct de Médine en Arabie Saoudite et bon pèlerinage à ces Ivoiriens qui effectuent en ce moment le 5e pilier de leur religion, l'islam. L'actualité de ce jour, c'est aussi la journée internationale de l'alphabétisation et la Côte d'Ivoire sensibilise à cette occasion les populations sur l'importance de l'éducation non formelle dans la lutte contre la pauvreté. Yasmine Kanga et Franck Quadio. Une personne sur 7 est illettrée dans le monde, selon l'UNESCO. Et sur les 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes. Une situation préoccupante. L'UNESCO fait donc du 8 septembre une journée dédiée à l'alphabétisation.
Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, 44,7% de la population est analphabète. On veut faire la Côte d'Ivoire pays émergent. Dans l'émergence d'un pays, ça commence par l'éducation d'abord. Il faudrait que les Ivoiriens soient mûrs dans l'esprit. Quelque part on dit il y a danger de mort. Tu ne sais pas lire. Tu t'as coigné ta tête là-bas. Quelque chose de malin va t'arriver. Ah, j'ai plus les parents. Surtout, nous les femmes, les jeunes filles, je leur demande pardon. Rôle de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans la stratégie de réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire, le thème choisi cette année. Pour le 50e anniversaire de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Quand on ne sait ni lire écrire, qu'on est grand commerçant, on peut être grugé quelque part. Quand on ne sait ni lire ni écrire, comment éduquer convenablement les enfants en ce monde de l'Internet? Donc nous avons besoin de former les parents, de former les mamans, surtout qui sont dans l'éducation, pour qu'il y ait un plus. On parle de l'école pour tous, l'école obligatoire. Si les parents eux-mêmes ne savent ni lire ni écrire, ne connaissent pas le bien fondé de l'école, comment voulez-vous qu'ils nous accompagnent dans ce projet de l'école obligatoire? L'alphabétisation célébrée tous les 8 septembre, mais reportée cette année au 21 septembre, selon la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Dans le Bélier, les directeurs régionaux de campagne du RHDP sont désormais connus. Ils ont été installés par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le reportage est de Charles Tatou. Ouverts depuis le 1er septembre, les travaux de la session ordinaire des enfants parlementaires de Côte d'Ivoire viennent de s'achever. Durant 5 jours, les enfants ont pu évaluer leurs actions menées et définir les perspectives de leur institution. Ils ont fait plusieurs recommandations, dont la promotion accrue de la politique de protection des enfants. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, a effectué le déplacement jusqu'à Yamoussoukro pour présider la clôture de leurs travaux. Elle se réjouit de la maturité et du civisme dont ont fait preuve les enfants. Ils ont travaillé avec le plus grand sérieux. Le compte-rendu de leurs travaux m'a particulièrement impressionné par la qualité des conclusions, des recommandations faites au gouvernement. J'en prends bonne note. Le Conseil des ministres en sera saisi. Peu avant l'arrivée de leur marraine, les enfants parlementaires ont matérialisé leur passage dans la capitale politique et administrative du pays par un don de kits de bébés offert au service pédiatrique du CHR de Yamoussoukro. Voilà, le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant est allé soutenir les enfants parlementaires de Côte d'Ivoire. En politique, le RHDP investit sa direction régionale de campagne pour la commune de Yopougon. Le directeur national de campagne a remis au maire de la commune, à la tête de cette direction, sa feuille de route. Moussa Koulibaly, à Boussanego. Jurez-vous de mener la campagne du président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP à l'élection présidentielle de 2015. Oui. C'est fait. L'équipe de la direction régionale de campagne du RHDP de Yopougon est investie par le directeur national de campagne Amadou Gon Koulibaly. Elle est conduite par Gilbert Kafana Kone, le maire de la commune. Il n'y a plus de section, il n'y a plus de comité de base, il y a des comités de mobilisation pour faire cette campagne de proximité, pour apprendre aux habitants de Yopougon à voter, pour faire en sorte que le jour du vote, le 25 octobre, que les bulletins nuls soient ramenés à zéro. Mais déjà, le directeur national de campagne a salué la mobilisation des militants du RHDP. Il a par ailleurs souligné les progrès réalisés par la commune en matière de réconciliation. Amadou Gon Koulibaly a également fait le récit des actions de développement du président Alassane Ouattara, tant pour la commune que pour la Côte d'Ivoire. Même s'il reste des choses à faire, ce qui a été fait n'est pas peu. Mais c'est que pour ce qu'il reste encore des choses à faire, que le deuxième mandat doit être donné au président de la République. Parce que vous savez que vous donnerez la Côte d'Ivoire à quelqu'un qui fait ce qu'il dit,
et n'annonce que ce qu'il va faire. Les militants ont été invités à participer massivement au scrutin présidentiel dans la discipline, afin que cette élection se déroule dans un climat apaisé. Dans le Haut-Sassandra, c'est le président du conseil politique du RHDP, Guillaume Soro, qui a procédé à l'investiture de la direction régionale de campagne. Elle est conduite par Alphonse Djedjemadi. C'est un reportage signé Hamza Diaby. Daloa, Zokogbe, Vavois, Issia, tous ces départements de la région du Haut-Sassandra seront investis par le RHDP pour la victoire du candidat Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre. Pour ce faire, une équipe de campagne régionale est mise sur pied. Elle est installée par Guillaume Soro, le président du conseil politique de l'équipe de campagne du RHDP. On doit reconnaître, quels que soient nos bords politiques, qu'en 4 ans, Alassane a changé la face de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis, professeur Djedjemadi, allez vers les Ivoiriens, allez vers l'opposition. Et je veux que dans la région du Haut-Sassandra, nous puissions améliorer le score du président de la République ici. Et je ne peux pas douter que la nouvelle mission qui vient de t'être confiée en toute confiance par le président Ouattara et le président Bédié, je n'ai aucun doute que cette mission sera accomplie avec compétence, dévouement et succès. Au nom de toute l'équipe qu'il dirige, Alphonse Djedjemadi promet de se rendre dans tous les hameaux de sa zone de compétence pour annoncer le programme et la vision du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Dans la région du Haut-Sassandra, nous ne laisserons aucun endroit où l'eau dépasse et repasse, afin de large entièrement tout le territoire. L'équipe de campagne du Haut-Sassandra entend donc offrir un bon score dans cette région au candidat du RHDP au soir du 25 octobre prochain. Toujours au chapitre des investitures, la direction régionale de campagne du RHDP de Dieucoué dans l'ouest du pays a été investie. L'équipe conduite par Anne-Désirée Ouloto a été installée par le ministre Maurice Kakou Gikawe, directeur national adjoint de campagne. Reportage FBoué. La direction régionale du candidat du RHDP dans le Guémon est officiellement installée par le ministre Maurice Kakou Gikawe, directeur national adjoint de campagne. L'équipe pilotée par Anne-Désirée Ouloto est prête à relever les défis dans cette partie de la Côte d'Ivoire durement éprouvée par les crises. La campagne dans le Guémon doit prendre les couleurs du vivre ensemble. Et nous sommes prêts à cela. Nous sommes capables de faire bouger les lignes et les lignes vont bouger ici dans le Guémon. Fraîchement investis, les membres de cette équipe promettent tout mettre en œuvre pour que les scores dans le Guémon au soir du 25 octobre soient des plus remarquables. Une cérémonie d'investiture aux allures de fête qui a rassemblé cadres, élus et toutes les forces vives du Guémon. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle ivoirienne n'est pas encore connue. D'ici là, 11 prétendants au poste ont décidé de s'unir pour appeler à des élections apaisées. Alexis Ouedraogo. Les Ivoiriens sont attendus aux urnes le 25 octobre prochain. À quelques semaines de ce rendez-vous, les initiatives pour des élections apaisées ne manquent pas. 11 de la trentaine des candidats déclarés se sont retrouvés pour se donner des idées de bonne compétition, mais aussi donner le signal de saines émulations. Nous allons sûrement faire des adresses à nos institutions pour que ces élections se passent de façon transparente, pour qu'on retrouve en fin de compte une paix définitive en Côte d'Ivoire. Et donc vraiment c'est de façon unie que nous sommes en train d'aller compétir. D'aucuns diraient que nous sommes des adversaires. En même temps, nous avons transformé ça de façon positive en amitié de combat. En attendant la validation définitive des candidatures, les 11 souhaitent approcher les institutions en charge des élections pour en savoir davantage sur l'organisation pratique du scrutin et la question de financement de la campagne électorale.
Le Front populaire ivoirien FPI, quant à lui, continue sa tournée. Son président s'est rendu ce week-end dans la région du Gontougo, précisément à Bandoukou. À quelques semaines de la présidentielle, Afinguesson a sensibilisé les populations pour une mobilisation et une participation massive au scrutin. Sidonie Davila. Afinguesson en tournée dans la région du Gontougo. C'est la toute première depuis la fin de la crise post-électorale. Le président du Front populaire ivoirien FPI en a donné les raisons. D'abord, apporter la compassion du Front populaire ivoirien à ces populations, la solidarité du parti, leur dire yako pour tout ce qui s'est passé. Et puis, deuxième élément, préparer les échéances à venir. Alors qu'il poursuit son tour de la Côte d'Ivoire, Afinguesson veut attirer l'attention des populations sur l'enjeu de ce scrutin. L'enjeu, c'est véritablement l'avenir du pays. L'avenir qui doit se bâtir à travers la restauration d'une paix durable, d'une paix véritable, à travers la réconciliation de tous les fils et de toutes les filles de Côte d'Ivoire, à travers la stabilité qui va permettre de mettre en œuvre un programme de développement qui aura des résultats positifs. Il est bon d'appeler tous nos compatriotes à se mobiliser pour être présents à ce rendez-vous important, je dirais même capital pour la Côte d'Ivoire, et à ne pas prêter une oreille à tout message de démobilisation dans le sens du boycott, par exemple, des élections. Un message qui sera certainement réitéré à Tanda et à Koumfao, prochaine étape de sa visite, avant d'entamer la région de Lamé et celle de la Niébi-Tiassa. Le secrétaire général de l'Union démocratique citoyenne UDC face à la presse ce mardi. Le parti n'a présenté aucun candidat à la présidentielle, mais il s'est prononcé sur l'actualité nationale. Il se dit favorable au dialogue politique. Ben Touré, Christelle Ménan. L'UDC n'est dans aucune alliance ni coalition. Il faut ranger au passé notre appartenance au CNRD et à la LFP. Nous en sommes sortis en toute responsabilité. De plus, nous n'avons jamais adhéré aux plateformes récemment créées, AFD et CNC. L'UDC a décidé de voler de ses propres ailes. Ainsi, aucune déclaration, aucun appel émanant de ces plateformes ne saurait l'engager. L'Union démocratique et citoyenne a tenu à clarifier sa position. En l'absence du président du parti en tournée, c'est le secrétaire général qui est monté au créneau. Annie Seignan-Zi ajoute que l'UDC est favorable au dialogue politique au sein du cadre permanent du dialogue. D'où notre ferme engagement au sein du cadre permanent de dialogue, CPD. C'est dans le dialogue que les problèmes et tout ce qui nous a divisés par le passé peut être réglé. L'UDC ne présente aucun candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Il pourrait néanmoins en soutenir un. La position du parti sera connue à l'issue de sa 3e convention, annoncée pour le 26 septembre prochain. Et un communiqué du comité d'organisation des visites d'État du président de la République. Dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président dans les régions du Haut-Sassandra, du Go et du Lodibois, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, invite les élus et les cadres des dites régions à prendre part à la réunion d'information qui aura lieu le jeudi 10 septembre 2015 à 15 h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Les femmes du Sud Comoé ont décidé de se constituer en mouvement de soutien. Elles saluent les actions de développement menées par le président de la République partout dans le pays. Serge Coléa. Les femmes de la région du Sud Comoé se mobilisent pour la victoire du candidat du RHDP. Réunies au sein de l'association Ado Yeswanyo, qui signifie en langue locale Agni, Ado nous te soutenons, elles ont été investies par le ministre Jean-Claude Dabrou, représentant le Premier ministre. La présidente de ce mouvement de soutien, Angéline Aïwa et ses sœurs promettent se faire l'écho des nombreuses actions de développement du président de la République. Elles se sont également réjouies du fonds de soutien aux femmes initié par la première dame Dominique Ouattara. Nous voulons lui dire merci qu'il peut compter sur nous.
dans le sud Comoé. Le ministre de l'Industrie et des Mines, fils de la région, les a exhortés à sillonner la région et à aller au-delà pour parler des actions de développement du président de la République qui, en 4 ans de gestion, a-t-il indiqué, a mis les populations ivoiriennes d'accord sur ses qualités de grands bâtisseurs. Il s'agit d'un mouvement pour mobiliser les femmes pour que, d'abord, la visite d'État que son Excellence, Monsieur le Président de la République, va effectuer dans notre région soit un succès. Et en même temps, ce mouvement également va continuer à travailler à la réélection de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La marraine de la cérémonie, Dadié Christine, membre du Conseil économique et social, salue l'engagement des femmes du Sud Comoé qui prennent ainsi leur destin en main à travers ce mouvement. Elle les a assurées de son soutien dans la quête du bien-être social. Les femmes de l'association Ado Yesouanyo promettent à démontrer leur attachement au président de la République à l'occasion de sa visite prochaine dans leur région. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo n'exclut pas un report du scrutin présidentiel. La Cour a rendu un arrêt à la suite de la requête de la Commission électorale nationale indépendante. Elle ordonne notamment à la CENI d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral et au gouvernement de prendre sans tarder des dispositions transitoires exceptionnelles pour assurer la gestion des provinces nouvellement créées afin d'éviter le chaos. Merci d'avoir suivi ce journal. Le prochain point de l'actualité, c'est à 23h. Mais juste après cette édition, l'émission Le Débat sur RTI 1. Comment réconcilier les Ivoiriens à quelques semaines de la présidentielle? Quelles actions mener pour y arriver? C'est à 21h en direct dans Le Débat avec Lassine Fofana. Merci donc de rester sur RTI 1.